Merci à tous en tout cas. Hein. Je me réjouis de vous entendre. Merci. Voilà, on est live. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui nous ont déjà rejoints, pour ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Nous poursuivons donc nos séminaires tant bien que mal, c'est-à-dire à distance. On ne se laisse pas trop abattre par la situation. Et donc, nous voilà avec une deuxième séance en ligne sur le thème droit public, droit privé, public-privé. Et on a la chance maintenant d'aborder un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé. Pourtant, c'est loin d'être un détail. C'est la question du droit de l'Union européenne. Or, vous le savez sans doute, la division, la summa divisio droit public, droit privé ne se retrouve pas aussi clairement en droit de l'Union européenne, qui n'est pas du tout structuré sur cette base-là. Et même peut-être un peu plus radicalement, on sait que la Cour de justice, notamment, a pu, dans certains cas, porter atteinte peut-être à la dimension de droit dérogatoire du droit public, notamment en droit de la concurrence, en droit de la fonction publique, même si la Cour de justice, de temps en temps, fait quand même droit à la spécificité que peut revêtir le droit public dans les systèmes nationaux. Et pour aborder cette question sous un angle un peu plus particulier, nous avons la chance d'avoir comme orateur Emmanuel Slotsky, qui est professeur de droit public et de droit comparé à l'Université libre de Bruxelles, et qui a présenté sa thèse de doctorat, sauf erreur, en 2016, sur le droit européen du marché intérieur et son influence sur l'organisation administrative des États membres de l'Union européenne. Et donc la proposition qu'il nous avait adressée, c'était de déterminer ou de parler de l'impact du droit de l'Union européenne sur la distinction du droit privé et du droit public, avec l'exemple du droit européen des marchés publics, qui est une matière qu'il connaît bien. Et pour lui donner la réplique, nous avons demandé à Maxime van der Straten, que nous connaissons bien ici, puisqu'il est assistant en droit administratif ici au CIRC, mais qui est également avocat et un grand spécialiste des marchés publics, auquel il a consacré d'ailleurs un certain nombre de publications, et aussi un connaisseur du droit européen, puisque, sauf erreur, Maxime, tu as fait le Collège d'Europe il y a quelques années, et donc je pense qu'on a deux grands spécialistes de la matière qui vont pouvoir nous exposer un petit peu les enjeux de cette influence du droit européen sur notre division, sur notre distinction entre droit public et droit privé. Alors, je ne sais pas si on laisse encore 2-3 minutes, on déterminé le nombre de participants. Sachez qu'on va procéder comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que Emmanuel Slotsky va d'abord nous faire un exposé d'une quarantaine de minutes, suite à quoi Maxime van der Straten lui donnera une réplique d'une quinzaine de minutes, qui nous laissera en principe encore un temps de débat d'environ un quart d'heure. Ceux qui le souhaitent pourront intervenir en se manifestant notamment via la conversation qui se trouve sur le côté de votre écran, vous pouvez activer, et alors on vous ajoutera comme participant en espérant que la logistique ne nous fasse pas faux bon. Mais donc, sans plus attendre, je passe la parole à Emmanuel Slotsky, que je remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs du séminaire pour leur invitation. Je suis très honoré d'intervenir devant vous aujourd'hui, même si c'est malheureusement à distance. Donc, Jacques Chevalier, dans une des premières séances de ce cycle de séminaire, a rappelé que la distinction du droit public et du droit privé était indissociable de la distinction du public et du privé. Elle renvoie schématiquement à l'idée selon laquelle des institutions publiques, la chose publique et le bien public, doivent être soumis à des règles différentes de celles qui régissent les rapports entre les particuliers, parce qu'elles relèvent de l'intérêt général. La distinction entre le droit public et le droit privé se réfère donc à l'idée selon laquelle, notamment, les pouvoirs publics ne peuvent pas être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux personnes privées, sous peine de ne pas pouvoir accomplir les tâches d'intérêt général qui sont les leurs dans des conditions satisfaisantes pour la collectivité. Les règles de droit public prévoient donc un ensemble de privilèges, mais aussi de servitudes qui s'appliquent au pouvoir public. À vrai dire, l'ensemble des systèmes juridiques européens comprennent des règles juridiques particulières applicables au pouvoir public. Et ces règles se justifient par la nature des missions qui sont confiées à ces pouvoirs publics.
Toutefois, le contenu de ces règles, les critères déterminant leur application ou encore leur portée varient selon les États. En d'autres termes, tous les États ne ressentent pas de la même manière ou pas dans la même mesure le besoin de reconnaître un régime juridique particulier au pouvoir public. En plus, cette distinction entre le droit public et le droit privé n'a pas partout le même caractère structurant. Par exemple, alors que la distinction est fondamentale en droit français, puisqu'elle intervient pour déterminer le contenu des règles applicables, elle intervient dans l'organisation juridictionnelle, dans la formation juridique ou l'organisation des carrières académiques, elle joue un rôle secondaire au Royaume-Uni. Les règles particulières au pouvoir public y sont moins envisagées, elles existent, mais elles y sont moins envisagées comme un ensemble ordonné, structuré, dont la teneur différerait par principe de celles applicables aux personnes privées. Cette distinction du droit public et du droit privé elle est aussi fluctuante dans le temps et quant à ses contours. Elle évolue sous l'influence d'un ensemble de facteurs, tels l'évolution du rôle de l'État et de ses rapports avec les citoyens et les acteurs économiques. Les droits européens, celui de Strasbourg et le droit de l'Union européenne, sont également des facteurs d'évolution. C'est l'influence du droit de l'Union européenne sur la distinction entre le droit public et le droit privé au niveau national qui sera au centre de mon intervention aujourd'hui. D'emblée, il me faut souligner que cette influence, elle est loin d'être univoque. Deux cas de figure peuvent être distingués. Premier cas de figure, le droit européen atténue parfois le caractère exorbitant des règles applicables aux entités publiques nationales. Jérémy Van Merbeek l'a déjà évoqué dans son introduction. Il est ainsi indubitable que du point de vue du droit européen du marché intérieur et de l'application notamment des règles de concurrence, les opérateurs publics économiques et les opérateurs privés économiques doivent être traités de la même manière. L'initiative économique publique est admise, mais à la condition qu'elle s'inscrive dans le cadre fixé par le droit de la concurrence. Il peut en résulter une banalisation du régime juridique des entreprises publiques, dès lors que des privilèges classiques des personnes publiques en droit français ou belge, par exemple, se trouvent mis en cause par le droit européen. Je pense notamment à l'impossibilité de prononcer la faillite des personnes publiques qui est menacée par le droit des aides d'État, lorsque du moins les personnes publiques déploient une activité économique. En d'autres termes, le caractère public d'une entreprise et la circonstance qu'elle poursuit des fins d'intérêt général ne justifient pas par eux-mêmes qu'un statut juridique particulier lui soit reconnu au regard du droit du marché intérieur. En revanche, deuxième cas de figure, dans d'autres cas, le droit de l'Union européenne fait une différence forte entre entités publiques et entités privées nationales. Elle impose aux premières, aux entités publiques, un régime juridique spécifique qui est distinct de celui qui s'applique aux particuliers. Pour l'illustrer, on peut simplement mentionner que l'obligation de mise en œuvre du droit européen pèse avant tout sur les pouvoirs publics nationaux, pour rappeler que les aides d'État, en principe interdites, sont, comme leur nom l'indique, des aides octroyées par les pouvoirs publics. Ici, le caractère public d'entité nationale justifie donc, au regard du droit européen, qu'un régime juridique spécifique leur soit appliqué. En imposant ainsi des obligations à des entités publiques nationales, le droit de l'Union européenne se voit en plus assez naturellement, le plus souvent amené à aussi définir le champ d'application du régime particulier qu'il prévoit. Sur plusieurs points, donc, le droit de l'Union européenne se fait sa propre idée de ce que doit être la distinction du droit public et du droit privé dans les États membres de l'Union européenne. Cette conception, toutefois, elle n'est pas nécessairement la même que celle qui préexiste dans les États membres. Et un tel décalage perturbe parfois les équilibres nationaux. Les orientations politiques, sociales ou économiques qui sont sous-jacentes à la distinction du droit public et du droit privé telle qu'elle est envisagée par le droit européen peuvent, selon les cas, contredire ou renforcer les orientations nationales. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur une branche particulière du droit européen du marché intérieur, à savoir celle du droit européen des marchés publics, avec un double objectif. Dans un premier temps, je montrerai comment la distinction du droit public et du droit privé se construit en droit européen des marchés publics avant de venir s'imposer aux États membres. Je mettrai en évidence que la construction de cette distinction procède de la recherche d'un équilibre entre deux types de considérations. Il s'agit d'une part de rechercher un équilibre entre intérêt économique et intérêt non économique, et d'autre part de rechercher un équilibre entre autonomie nationale et intégration européenne. Un tel constat est sans doute pas très surprenant, dès lors que c'est toute la dynamique, en réalité, du droit européen du marché intérieur qui se construit
autour de ces oppositions. Dans un second temps, je montrerai que la réception en droit interne de la distinction entre droit public et droit privé, telle qu'elle est envisagée en droit européen des marchés publics, eh bien, elle peut être source de friction. Je le mettrai en évidence en rapport avec 3 États membres, ou plutôt 2 États membres et un ancien État membre, à savoir le Royaume-Uni pré-Brexit, la France et la Belgique, tout en essayant de contextualiser les frictions qui peuvent ainsi être observées. J'en viens donc à la première partie de cette présentation, qui porte sur la distinction entre le droit public et le droit privé en droit européen des marchés publics. J'aborderai cette question sous 2 aspects en particulier. D'une part, brièvement, la question des entités nationales qui sont tenues de respecter les règles de passation des marchés publics et qui sont partant tenues de respecter un régime spécifique pour leurs achats, régime qui est distinct de celui qui s'applique aux particuliers et qui jouissent en principe de la liberté contractuelle. D'autre part, deuxième aspect, j'examinerai, et plus longuement, la question de l'applicabilité ou de la possibilité plutôt de reconnaître un statut privilégié aux prestataires publics nationaux dans le contexte du droit des marchés publics, c'est-à-dire la possibilité de reconnaître à des prestataires publics des possibilités d'accès aux contrats publics qui sont distinctes de celles dont bénéficient des autres opérateurs économiques. Cela ne signifie pas que le droit européen des marchés publics n'influencerait pas d'autres aspects de la distinction entre le droit public et le droit privé au niveau national. Au contraire, il le fait. Pensons par exemple à l'encadrement par le droit européen des marchés publics, des possibilités d'utilisation par les pouvoirs publics nationaux de la commande publique à des fins sociales ou environnementales. Cet encadrement implique une redéfinition de l'intérêt général national à la lumière du droit européen du marché intérieur. Toutefois, faute de temps, je ne m'attarderai pas sur ces autres exemples aujourd'hui. Alors peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui seraient moins familiers de la matière des marchés publics, un bref rappel de ce que c'est qu'un marché public et de la ratio de leur réglementation en droit européen. Eh bien, les marchés publics sont des contrats conclus par des pouvoirs publics avec des prestataires, contrats par lesquels les pouvoirs publics cherchent à se procurer des biens ou des services ou à faire exécuter des travaux contre rémunération. Alors, les marchés publics, c'est un enjeu économique important puisqu'ils représentent chaque année près de 19% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Et donc, l'ouverture à la concurrence européenne des marchés publics, c'est depuis longtemps un enjeu important pour la réalisation du marché intérieur européen. Les marchés publics sont toutefois aussi un secteur dans lequel le risque de protectionnisme est important. Et donc, pour lutter contre le protectionnisme dans la passation des marchés publics, eh bien, depuis les années 1970, principalement, le droit européen du marché intérieur comprend un certain nombre de dispositions en droit dérivé qui visent à réglementer les procédures d'attribution des marchés publics. Et pour ce faire, et pour éviter le protectionnisme dans la passation des marchés publics, le droit européen prévoit des obligations de transparence et de mise en concurrence qui doivent être respectées pour les marchés publics qui dépassent un certain montant. Alors, il y a eu plusieurs générations de directives en matière de marché public. À l'heure actuelle, ce sont les directives de 2014 et notamment une directive 2014-24 UE qui constitue le droit commun européen de la commande publique. Alors, dès lors que le droit européen comprend des dispositions en matière de marché public, il a dû aussi définir quel serait le champ d'application de ces règles de passation en matière de marché public. Notamment, quelles allaient être les entités tenues de respecter les procédures de marché public prévues par la réglementation européenne, soit un régime juridique spécifique, je l'ai déjà dit, et donc un régime qu'on peut qualifier de droit public, dans la mesure où il est distinct de celui qui s'applique aux particuliers. Alors, pour établir son champ d'application rationné personné, pour déterminer au niveau national quelles allaient être les personnes, les entités tenues de respecter les règles en matière de passation des marchés publics qu'il prévoit, le droit européen des marchés publics a fait le choix de définir lui-même, donc de ne pas laisser cette question à la liberté d'appréciation des États membres, mais de définir lui-même quelles allaient être ces entités soumises aux règles des marchés publics en utilisant une notion qui est celle de pouvoir adjudicateur. Alors, cette notion de pouvoir adjudicateur, elle a été définie, elle a été conçue en droit européen à partir de la considération suivante. Il s'est agi d'essayer d'identifier quelles étaient les entités pour lesquelles, à la différence des acteurs privés, il existait un risque qu'elles se laissent guider dans leurs décisions d'attribution de marché
par des considérations autres qu'économiques. Cette notion de pouvoir adjudicateur, elle a été définie pour comprendre d'abord les collectivités territoriales, l'État, les régions, les communes, ensuite les organismes de droit public, c'est le terme employé en droit européen, c'est-à-dire des entités contrôlées ou financées en majorité par des collectivités territoriales qui agissent dans l'intérêt général et qui n'opèrent pas dans des conditions normales de marché. Et enfin, troisièmement, sont aussi des pouvoirs adjudicateurs, des associations de collectivités territoriales ou d'organismes de droit public. Donc, premier point sur lequel le droit européen des marchés publics s'est préoccupé de la ligne de partage public-privé au niveau national, c'est pour définir son champ d'application rationné-personné. Il le fait en utilisant, il le fait lui-même, il ne laisse pas cette question à la liberté des États membres, il le fait lui-même en utilisant la notion de pouvoir adjudicateur. Alors, du côté des prestataires, ensuite, la question s'est posée de savoir si le droit des marchés publics trouvait à s'appliquer aux relations entre un pouvoir adjudicateur et une autre entité publique, ou bien s'il s'appliquait seulement aux relations entre pouvoir adjudicateur et opérateurs privés. En d'autres termes, les prestataires publics doivent-ils être traités par les pouvoirs adjudicateurs comme des opérateurs ordinaires et donc être mis en concurrence avec des opérateurs privés lors de l'attribution de marchés publics, ou bien ont-ils un accès privilégié, peuvent-ils avoir un accès privilégié au marché public des pouvoirs adjudicateurs, au motif, par exemple, de leur caractère public? Bon, la réponse à cette question, elle suppose quelques développements, puisqu'elle a évolué dans le temps. Premier élément à noter, c'est qu'avant 2014, les directives européennes, elles ne prévoyaient rien d'explicite quant à la question de savoir si les prestataires publics devaient être traités par les pouvoirs adjudicateurs comme des opérateurs privés ordinaires. Donc, par voie de conséquence, il est revenu à la Cour de justice de statuer sur cette question, ce que la Cour a fait pour la première fois dans un arrêt Teccal de 1999. Et par cet arrêt, la Cour a décidé que l'application du droit dérivé des marchés publics n'était pas exclue par principe lorsque le prestataire envisagé était une entité publique. Donc, selon l'arrêt Teccal, le caractère public d'une entité nationale ne lui permet en principe pas d'entretenir des relations privilégiées avec une autre entité publique, du moins lorsque leurs relations sont susceptibles d'être qualifiées de marché public. Cette jurisprudence est illustrative de la tendance générale du droit européen du marché intérieur à ne pas accepter qu'un traitement de faveur soit reconnu aux opérateurs publics, qu'ils soient ou non commerciaux, par rapport aux opérateurs privés. La solution de l'arrêt Teccal a été confirmée par la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice avant d'être codifiée sur le plan législatif en 2014. Cette interdiction de principe de traiter différemment les opérateurs publics et les opérateurs privés dans le cadre de l'attribution des marchés publics, elle s'est néanmoins assez vite, et très vite d'ailleurs, dès l'arrêt Teccal, vu aussi reconnaître des tempéraments. Ces tempéraments, ils ont visé à mettre en place un meilleur équilibre entre intérêts économiques et non économiques d'un côté, et entre marché intérieur et autonomie nationale d'un autre côté. Le fait pour la Cour de justice d'avoir dégagé des marges de manœuvre nationales sur cette question-là permet notamment aux États membres qui le souhaitent de conserver un régime juridique particulier pour les opérateurs économiques publics dans l'accès à des contrats publics, tout en respectant le droit européen. Alors, je donne 3 exemples de ces tempéraments qui illustrent, à mon avis, bien l'exercice d'équilibrisme auquel se prête la Cour de justice. Dans une large mesure, ces tempéraments, en même temps que le principe, ils ont aussi été codifiés par le législateur européen en 2014. Alors, premier tempérament, première illustration. La Cour de justice a jugé qu'une autorité publique était libre d'accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans faire appel à des entités externes. Elle peut donc conserver librement des tâches en régie du point de vue du droit européen du marché intérieur et du point de vue du droit européen des marchés publics. Cela signifie, par exemple, qu'une commune peut confier la mission de ramasser les déchets sur son territoire à des ouvriers communaux sans devoir mettre en concurrence ses propres services avec des opérateurs externes. Dans ce sens, le service de ramassage des déchets de la commune concernée se voit donc reconnaître un statut juridique distinct de celui des opérateurs privés, puisqu'il a un accès privilégié au marché du ramassage des déchets de la commune.
À nouveau, les États membres restent cependant libres de réglementer eux-mêmes, dans un sens ou dans l'autre, les conditions dans lesquelles leurs pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi décider de conserver en régie la prise en charge de certaines prestations. De cette manière, il leur revient de définir eux-mêmes dans la mesure dans laquelle ils estiment qu'un régime particulier doit continuer de s'appliquer à certaines de leurs entités publiques. En préservant la possibilité pour les pouvoirs publics d'assurer leur mission en recourant à leurs propres ressources, la Cour de justice a protégé l'autonomie nationale contre une intégration plus poussée du marché intérieur. Le choix de la Cour implique en effet qu'un déséquilibre peut exister entre le degré d'ouverture à la concurrence des marchés publics des différents États membres. En effet, selon que les pouvoirs publics d'un État assument dans une plus ou moins grande mesure la prise en charge de prestations en régie, l'ouverture du marché national aux opérateurs étrangers variera. Deuxième tempérament, dès l'arrêt Teccal lui-même, la Cour de justice a admis qu'un contrat conclu par un pouvoir adjudicateur avec un prestataire distinct de lui, mais sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, échappait aussi à la qualification de marché public. Pour que cette exception s'applique, il faut en outre que le prestataire concerné réalise l'essentiel de son activité pour le pouvoir adjudicateur et qu'il n'y ait aucune participation privée au capital de ce prestataire. Or, si ces conditions sont remplies, la Cour de justice considère que le prestataire n'est en réalité qu'une émanation du pouvoir adjudicateur et qu'il n'est pas réellement distinct de celui-ci. Et donc, par analogie de motifs avec l'inapplicabilité du droit des marchés publics aux prestations conservées en régie par un pouvoir adjudicateur, les rapports entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire qu'il contrôle échappent aux obligations de mise en concurrence. Il s'agit de ce qu'on appelle communément l'exception in-house ou de quasi-régie. Troisième tempérament, dans une série d'autres affaires qui datent aussi des années 2000, la Cour de justice a aussi admis qu'échappaient aux obligations de mise en concurrence des relations de coopération établies entre pouvoirs adjudicateurs, que se traduisent ou pas par la création d'une personne juridique distincte. Il faut néanmoins, pour que cette exception s'applique, qu'il s'agisse de véritables coopérations, de relations de coopération, et non pas des opérations commerciales déguisées. Il ne faut pas, en plus, non plus que ces coopérations impliquent des partenaires privés. Donc là, on a une distinction très forte entre sphère publique et sphère privée dans la jurisprudence de la Cour, ni que ces relations induisent par ailleurs des distorsions de concurrence sur le marché. La possibilité, par exemple, pour les communes de coopérer ensemble par la création d'une entreprise intercommunale, elle a été reconnue, et en échappant, ce faisant, à la logique de mise en concurrence qui découle du droit des marchés publics, elle a été reconnue dans une affaire qui concernait la Belgique, à savoir une affaire de 2008, qui est un arrêt Coditel de la Cour de justice. En reconnaissant cette exception et en mettant hors jeu toute une série de relations de coopération entre pouvoirs adjudicateurs hors champ marché public, la Cour a voulu préserver certaines formes de coopération, notamment intercommunale, et éviter d'interférer dans les choix nationaux sur ces questions. Donc, en synthèse, le droit européen des marchés publics reconnaît largement la distinction du droit public et du droit privé, et la conception qu'il se fait doit être mise en œuvre par les États membres. Le droit européen des marchés publics distingue, en effet, selon ses propres critères, l'existence de personnes publiques, pouvoir adjudicateur, et de personnes privées dans les États membres, et il impose aux premières le respect de règles lorsqu'elles se procurent des biens ou des services sur le marché. Le droit européen des marchés publics respecte aussi le droit des opérateurs publics de se porter candidat à ces marchés, mais dans les conditions fixées par le droit national, mais seulement à la condition que les opérateurs publics ne soient pas privilégiés par rapport aux opérateurs privés lorsqu'ils répondent à des appels d'offres. Toutefois, plusieurs tempéraments à ce principe, eh bien, le droit européen des marchés publics prévoit en effet aussi, sur différents points, et j'en ai rappelé trois, que les États membres puissent tout de même reconnaître un statut privilégié à des prestataires publics du point de vue de l'accès au contrat public, et que donc un régime particulier leur soit reconnu par comparaison avec celui qui s'applique aux personnes privées. J'en viens donc à présent au second temps de mon intervention, qui revient sur les frictions suscitées dans les États membres
par la manière dont le droit européen des marchés publics appréhende la distinction public-privé. Et je vais, pour ce faire, me concentrer plus particulièrement sur un ancien État membre, le Royaume-Uni, l'Angleterre plus précisément, sur le cas de la France et sur celui de la Belgique. Or, dans un célèbre article de 1974 intitulé On Uses and Misuses of Comparative Law, Otto Kahn-Freund mettait en garde contre les difficultés de transférer d'un système juridique à un autre des principes ou des règles de droit public en raison des liens intrinsèques entre ces règles et ces principes et les rapports de force et les équilibres politiques et idéologiques de leur système d'origine et qui peuvent être différents dans l'état de destination. J'essaierai moi aussi de mettre en évidence, de manière un peu exploratoire et forcément succincte, comment le contexte économique, politique et institutionnel du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique ont conditionné la manière dont ceux-ci ont reçu la ligne de partage entre droit public et droit privé, fixée par le droit européen des marchés publics. J'ajouterai à ces éléments aussi des éléments de contexte. À ces éléments de contexte, j'ajouterai aussi des facteurs d'explication d'ordre plus conceptuel liés à la manière dont chacun des trois États se figure ce que doit être la distinction du droit public et du droit privé. Commençons donc par examiner la réception dans l'Angleterre pré-Brexit de la manière dont le droit européen des marchés publics envisage la distinction du public et du privé dans la définition de son champ d'application rationné personnel. Alors, sur ce point, le premier élément à mentionner, eh bien, c'est le fait que, de manière générale, en Angleterre, la réglementation des marchés publics et l'existence d'une réglementation formelle des marchés publics, elle découle très largement de la transposition des exigences du droit européen. Avant la transposition des premières directives en matière de marchés publics, la passation des marchés publics en Angleterre, elle ne faisait pas l'objet d'une réglementation formelle, mais seulement d'un ensemble non codifié de consignes administratives et de circulaires internes émises par les départements spécialisés de l'administration anglaise. La construction du droit anglais des marchés publics s'est donc dès l'entame faite à partir du droit européen. Deuxième élément à mettre en évidence, c'est que la réception du droit européen des marchés publics a obligé les Britanniques à identifier parmi leurs différentes entités publiques ou semi-publiques celles qui avaient la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seraient donc soumises aux règles des marchés publics, un régime particulier. Sur ce point, le droit européen a renforcé l'émergence de la distinction entre droit public et droit privé en Angleterre ces dernières décennies, alors qu'on sait qu'historiquement, cette distinction n'y a guère été structurante. L'émergence au Royaume-Uni d'ailleurs de ces dernières décennies de cette distinction entre droit public et droit privé, elle ne manque pas de nourrir des discussions. Il y a un peu plus de 25 ans maintenant, John Allison soutenait en 1996 que l'introduction de cette distinction en Angleterre entre droit public et droit privé, notamment sous l'influence du droit européen, eh bien, elle était de nature à créer des tensions dans le droit anglais et requérait pour réussir des adaptations théoriques, institutionnelles et procédurales substantielles. Notamment, sur le plan théorique, l'Angleterre n'a pas de théorie de l'État, ou il n'y a pas de théorie de l'État telle qu'elle peut exister sur le continent au Royaume-Uni, et donc ça crée des difficultés lorsqu'il s'agit d'identifier les contours exacts de la sphère publique au Royaume-Uni. Troisième élément, l'application des principes du droit des marchés publics aux relations entre pouvoirs adjudicateurs et prestataires publics ne paraît pas avoir perturbé outre mesure les pouvoirs publics et les juristes britanniques sur le plan conceptuel. Les principes posés par le droit européen et ses exceptions ont été acceptés en droit anglais, d'abord par la voie de la jurisprudence, avant d'être consacrés au niveau réglementaire lors de la transposition des directives de 2014. Cette absence de difficultés conceptuelles à transposer en droit britannique le principe selon lequel les opérateurs publics et privés doivent en règle être traités de la même manière du point de vue de l'attribution des marchés publics, elle peut à mon avis se comprendre si l'on tient compte du contexte britannique dans lequel les exigences du droit européen ont été reçues. Premier élément de contexte, eh bien, depuis les années Thatcher, des années 80, il existe au Royaume-Uni plusieurs dispositifs au niveau local et national qui visent à augmenter l'efficacité du service public et qui, à cette fin, mettent en place une série d'obligations de mise en concurrence des prestataires publics et privés. Donc, note par exemple
un programme qui est le Compulsory Competitive Tendering, qui a été mis en place au niveau local dans les années 80, obligeait les communes à mettre en concurrence leurs propres services et les opérateurs privés avant d'éventuellement décider de conserver certaines prestations en régie. Et donc, cette idée qui existe depuis plusieurs décennies au Royaume-Uni de mise en concurrence régulière des différents modes de gestion du service public, et par voie de conséquence, dans ce contexte-là, un traitement similaire des prestataires publics et privés, eh bien, elle est ancrée au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. Et donc, dans ces conditions, il n'est sans doute pas très surprenant que la réception au Royaume-Uni du principe selon lequel prestataires publics et privés doivent être traités de la même manière dans le contexte de la passation des marchés publics, eh bien, ne suscite pas beaucoup de remous lorsqu'elle apparaît, même si certains aspects techniques de ces règles de droit européen ont parfois été critiqués. Or, cette absence de difficulté des juristes anglais à accepter un traitement similaire entre opérateurs publics et opérateurs privés sur le plan conceptuel, elle me semble aussi renforcée par la permanence de l'idée d'ICN, selon laquelle les pouvoirs publics ne bénéficient normalement pas d'un régime juridique distinct de celui qui s'applique aux personnes privées. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas véritablement d'obstacle conceptuel à traiter les entités publiques, les prestataires publics et privés de la même manière dans le contexte du droit des marchés publics. Alors, la situation sur ce point-là, elle est assez différente en France, où des difficultés plus profondes sont apparues. Et c'est ce que j'examine à présent. Alors, premièrement, notons qu'à la différence de ce qui est le cas en Angleterre, le droit français impose depuis longtemps des obligations de publicité et de mise en concurrence aux autorités publiques dans l'attribution des marchés publics. La mise en œuvre au niveau national des exigences du droit européen s'est donc faite dans un contexte où la matière était déjà largement réglementée. Le champ d'application rationné personné du droit français des marchés publics n'en a pas moins évolué sous l'influence du droit européen dans la direction d'une extension de ce champ d'application rationné personné. En effet, au fil du temps, un plus grand nombre d'entités ont été soumises à des règles de marché public du fait de la transposition du droit européen. Historiquement, en France, les règles de marché public ne s'appliquaient qu'à l'État, qu'aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs, à l'exclusion donc de certaines entités privées qui peuvent néanmoins être qualifiées d'organismes de droit public au sens du droit européen. Et donc, en transposant les exigences du droit européen, le nombre d'entités soumises au droit des marchés publics en France s'est élargi. Cette extension, néanmoins, et notamment en 2005, des catégories des entités soumises aux règles des marchés publics, elle va être perçue en France comme perturbatrice, et je cite ici, de l'harmonie du droit français en la matière. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que les règles en matière de marché public elles vont désormais s'appliquer à l'attribution de contrats, tant de contrats administratifs relevant des juridictions administratives qu'à l'attribution de contrats privés relevant des juridictions judiciaires. Elle va mettre ainsi à mal l'étanchéité de la distinction entre ces deux catégories de contrats. Ensuite, troisième point, la réception en droit français du principe selon lequel les prestataires publics ne peuvent pas disposer d'un statut privilégié au regard du droit des marchés publics, elle a régulièrement suscité des frictions, voire des résistances, notamment dans le chef du Conseil d'État français, qui était la première instance à devoir se positionner sur la question suite à l'arrêt Teckel de la Cour de justice. Alors, même si le Conseil d'État français a accepté sur le principe que le droit des marchés publics puisse s'appliquer aux relations entre pouvoirs publics, il a étendu le champ d'application des exceptions à ce principe au-delà, me semble-t-il, de ce qui est permis, de ce qui est autorisé par le droit européen. Notamment dans plusieurs affaires, le Conseil d'État français, dont on connaît l'importance au sein de l'État français et dans le contexte du développement du droit administratif français, le Conseil d'État, dans plusieurs affaires, il a pris prétexte qu'un prestataire n'agissait pas comme un opérateur, et je cite, comme un opérateur sur un marché concurrentiel, pour écarter l'obligation de mise en concurrence dans des relations entre entités publiques. Or, le droit européen, il n'a pas égard à la qualité du prestataire pour définir la notion de marché public et le champ d'application des obligations de mise en concurrence. Que le prestataire ait ou non, par exemple, un but lucratif n'est pas pertinent du point de vue du droit européen pour savoir s'il faut appliquer les règles de marché public. Et donc, par cette jurisprudence, le Conseil d'État français a préservé l'application d'un régime juridique particulier pour certains opérateurs économiques publics, au-delà de ce qui est normalement admis par le droit européen.
Pour sa part, le législateur et le gouvernement français ont transposé les différentes directives européennes en matière de marché public, en ce compris la directive 2014-24, en codifiant assez fidèlement les règles posées par ces instruments en ce qui concerne l'applicabilité du droit des marchés publics au sein de la sphère publique. Toutefois, le législateur français a aussi veillé à utiliser dans une très large mesure toutes les marges de manœuvre ouvertes par le droit européen pour soustraire à l'application des obligations de mise en concurrence un grand nombre de relations entre entités publiques. Par exemple, et c'est assez symptomatique de l'approche, en 2010, le législateur français a créé une nouvelle forme de société locale, la société publique locale, dont le statut a été délibérément défini pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui en sont actionnaires d'y recourir librement, sans mise en concurrence préalable et donc sans devoir respecter les règles applicables en matière de marché public. Donc, on n'a pas eu en France, à la différence de ce qui est le cas dans d'autres États, une volonté d'étendre le champ d'application des règles de mise en concurrence du droit européen à des sphères qui n'étaient pas réglementées par le droit européen. Ça a été plutôt le contraire. On a voulu, dans toute la mesure du possible, préserver du marché, des règles du marché, toute une série de relations entre entités publiques. Alors, les difficultés ou les frictions que suscite en France la réception des exigences du droit européen des marchés publics et de son applicabilité au sein de la sphère publique en particulier, elles peuvent, à mon avis, se comprendre en tenant compte de l'opposition de principe d'une partie importante des juristes français de droit public à l'idée d'un traitement identique des prestataires publics et des prestataires privés. Il faut en effet dire que traditionnellement, lorsque le droit français prévoit des obligations de mise en concurrence, eh bien, ces obligations ne s'appliquent pas aux relations entre entités publiques. Pour citer les mots d'un professeur de droit public, Étienne Fatome, et d'un conseiller d'État, Alain Ménéménis, par exemple, il a longtemps été évident que dès lors qu'un organisme relevait de la sphère publique, notamment parce qu'il avait été créé par une personne publique soucieuse d'organiser autrement ses activités, les relations entre cette personne publique et lui échappaient à toute obligation de mise en concurrence. Jean-Bernard Auby souligne pour sa part que partant légitimement de l'idée selon laquelle la distinction entre ce qui est marché et ce qui n'est pas marché ne doit pas être abandonnée aux droits nationaux, le droit communautaire en vient à pénétrer dans les questions juridiques et administratives, dans l'intimité desquelles il n'était pas évident, a priori, qu'il soit voué à s'introduire. En filigrane de cette position, il me semble qu'on retrouve l'idée structurante en droit français, selon laquelle les personnes publiques agissant dans un but commun, l'intérêt général, ne doivent pas être soumises aux mêmes règles que les opérateurs privés. Or, cette opposition doctrinale, elle doit par ailleurs aussi sans doute se lire à la lumière du contexte politique, économique et institutionnel français plus large. En bref, la France reste un pays de tradition étatiste où le secteur public occupe une place importante. Les volontés de privatisation s'y heurtent à des résistances fortes. En outre, il existe en France de très nombreuses municipalités de petite taille qui ne peuvent souvent offrir seules les services de base à leurs habitants. On pense au ramassage des déchets, au nettoyage des voiries. Et elles ne peuvent donc offrir ces services de base à leurs habitants qu'à la condition de collaborer entre elles ou avec d'autres acteurs publics. Insérer dans ces relations une logique de mise en concurrence serait susceptible de mettre en cause les dispositifs complexes de décentralisation et d'intercommunalité qui existent en France, ce que cherche sans doute à éviter une institution comme le Conseil d'État. J'en viens en présent à mon troisième et dernier système juridique, savoir le nôtre, le système belge. Il existe en droit belge, premier point, dès le XIXe siècle, des obligations formelles de publicité et de mise en concurrence dans le domaine de la passation des marchés publics, en vue principalement de garantir la protection des deniers publics. La réglementation des marchés publics, comme c'était déjà le cas en France, elle n'est donc pas en Belgique en soi liée à la transposition des exigences du droit européen, même si le droit européen a fortement influencé le droit des marchés publics en Belgique. Alors, du point de vue qui nous occupe, l'influence du droit européen des marchés publics, elle s'est d'abord fait sentir dans par l'extension du champ d'application rationné personné des règles en matière de marchés publics. Ce sont, sous l'influence du droit européen, en Belgique, un plus grand nombre d'entités, publiques et privées au sens du droit belge, qui ont été progressivement soumises au droit des marchés publics sous l'influence du droit européen. On pense par exemple aux exemples des entreprises publiques autonomes, des hôpitaux ou bien des universités. Cette extension
du champ d'application rationnel personnel du droit des marchés publics, elle a eu aussi pour conséquence de partager le contentieux des marchés publics entre le Conseil d'État, d'une part, et le pouvoir judiciaire, d'autre part, dès lors que vont être qualifiés de pouvoir adjudicateur des entités qui ne sont pas des autorités administratives. Cette extension, en plus, elle a suscité, elle a soulevé d'autres débats, elle a généré d'autres débats relatifs notamment à l'applicabilité des principes généraux du droit administratif à des entités privées qui n'ont pas la qualité de pouvoir, qui ont la qualité de pouvoir adjudicateur. On voit donc que le fait pour le droit européen de faire bouger la ligne de partage entre le droit public et le droit privé au niveau national dans un domaine, celui des marchés publics, elle va participer d'une redéfinition plus large de la distinction entre le droit public et le droit privé à ce niveau. Alors, deuxième point, la réception en droit belge du principe selon lequel les prestataires publics, troisième point plutôt, la réception en droit belge du principe selon lequel les prestataires publics ne peuvent pas disposer d'un statut privilégié dans le contexte du droit des marchés publics, elle a aussi, comme en France, fait l'objet de frictions en Belgique dans les années 2000 principalement, pour des raisons assez proches de celles qui se sont présentées en France. Cependant, ces frictions n'ont pas donné lieu à une opposition aussi marquée que celle qui a pu être celle du Conseil d'État français. Et donc, en particulier, le Conseil d'État belge et le législateur belge ne se sont pas opposés, ne pas résister dans la même mesure aux exigences du droit européen. Je vais à présent détailler un petit peu plus cette idée. Alors, au moment de l'arrêt Teckel et dans les années qui ont suivi l'arrêt Teckel, il y a eu beaucoup de commentaires doctrinaux en Belgique, dont certains se sont montrés très critiques. Je pense notamment par rapport à cette jurisprudence. Je pense notamment à des contributions d'Anne-Laurence Durbiot, de Nicolas Thirion et de Dimitri Yerno. À l'époque, à l'instar du droit européen avant 2014, la législation belge en matière de marché public ne prévoyait pas grand-chose d'explicite sur la question de savoir si les exigences qu'elle posait pour la passation des marchés publics devaient s'appliquer aux entités au sein du secteur public. Or, les voix doctrinales qui se sont exprimées dans les années 2000 étaient critiques parce qu'elles refusaient d'assimiler prestataires publics censés agir dans l'intérêt général et opérateurs privés. Et elles craignaient aussi de voir mis en cause, sans besoin objectif, plusieurs modes de gestion classiques du service public en Belgique, notamment les intercommunales. L'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice et l'admission d'un nombre croissant d'exceptions à l'applicabilité du droit des marchés publics aux relations entre entités publiques, notamment celles que j'ai évoquées dans la première partie de mon intervention, elles ont apaisé progressivement certaines des craintes qui avaient été émises en Belgique. Même si certaines formes de gestion du service public, en particulier celles qui associaient capitaux privés et capitaux publics, les intercommunales mixtes par exemple, ont dû évoluer dès lors qu'elles n'ont plus pu bénéficier des exceptions aux obligations aux obligations de mise en concurrence. Donc, sur ce point-là, le droit européen a eu pour conséquence de rendre plus étanche la distinction entre secteur public et secteur privé en Belgique. Alors, outre que la Cour de justice donc, a admis progressivement un certain nombre d'exceptions à l'applicabilité du droit des marchés publics aux relations entre entités publiques, qui ont pu répondre à certaines objections doctrinales qui avaient été mises dans les années 2000, il faut relever que ces critiques ou ces réticences à la jurisprudence Teckel, elles sont pour l'essentiel restées doctrinales, notamment sur le plan jurisprudentiel, tant la section du contentieux que la section de législation du Conseil d'État ont admis, fidèles sans doute à leur volonté de respecter la primauté du droit européen, ont admis l'arrêt Teckel dans plusieurs arrêts, dans plusieurs avis, ainsi que ses exceptions. De même, le législateur, en 2016, a transposé assez fidèlement en droit interne à la fois le principe de l'application du droit des marchés publics dans la sphère publique et les exceptions à ce principe prévues par le droit européen. Et donc, en somme, la réception en Belgique des exigences du droit européen en matière d'application du droit des marchés publics au sein de la sphère publique, elle a certes fait l'objet de réticences, de critiques doctrinales, mais beaucoup moins de résistance au niveau jurisprudentiel ou bien au niveau législatif. Et cette moindre résistance comparée à la France, par exemple, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Or, j'ai déjà mentionné le fait que la Cour de justice avait rassuré certaines des craintes qui avaient pu être émises au fil de sa jurisprudence. Ensuite, autre élément, à mon avis, qui peut être mentionné, c'est le fait que même avant l'arrêt Teckel en Belgique, il n'est pas certain
qu'au regard du droit belge, il était possible d'écarter l'application du droit des marchés publics lorsque le prestataire pressenti était lui-même une entité publique. Il y a en réalité plusieurs arrêts anciens du Conseil d'État qui montrent que des mises en concurrence de prestataires publics et de prestataires privés existaient ou intervenaient de manière régulière ou étaient à tout le moins parfaitement envisageables dans le contexte belge. Ensuite, avant même l'arrêt Teckel, plusieurs voies très autorisées de la doctrine belge en matière de marché public soutenaient d'ailleurs elles-mêmes déjà que le droit des marchés publics s'appliquait ou devait s'appliquer au moins à certaines relations entre pouvoir adjudicateur et entités publiques au motif de l'identité d'un point de vue économique des prestations offertes par les prestataires publics et par les prestataires privés. Donc, en conclusion, que retenir de ce bref tour d'horizon de l'influence du droit européen des marchés publics sur la distinction du droit public et du droit privé? Eh bien, le premier élément que j'ai cherché à mettre en évidence, j'ai d'abord soutenu que la distinction entre le droit public et le droit privé qui s'est construite en droit européen des marchés publics, d'une part, elle existait, et d'autre part, elle était intimement liée à la recherche d'équilibre entre intérêts économiques et non économiques d'un côté, et entre autonomie nationale et intégration européenne d'un autre côté. J'espère avoir ensuite pu mettre en évidence, à partir des exemples du Royaume-Uni, évidemment dans la période pré-Brexit, de la France et de la Belgique, à quel point le contexte local était susceptible d'éclairer la réception nationale de la conception européenne du public et du privé en droit des marchés publics. Ce contexte permet notamment d'identifier et de comprendre des points de friction entre les exigences du droit européen, le contexte et la situation au niveau local, points de friction qui ont des racines parfois profondes. Dès lors, si la distinction entre le droit public et le droit privé a un caractère contingent quant à ses contours exacts, sa définition est au centre d'enjeux socio-économiques et politiques que la rencontre du droit européen et des droits nationaux permet de mettre en évidence. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et me réjouis d'entendre vos réactions et vos questions. Bien, merci beaucoup pour cet exposé très très clair et vraiment passionnant parce que derrière la dimension évidemment un peu technique des marchés publics, on sent toute l'importance et la sensibilité des enjeux puisqu'on touche vraiment à des choses qui sont souvent essentielles pour les États membres et on sent vraiment cette espèce d'exercice d'équilibriste de la Cour de justice qui constamment essaie à la fois de faire avancer l'intégration européenne en améliorant la concurrence, le marché intérieur, et qu'en même temps a quand même un peu à cœur de respecter les identités nationales et les sensibilités nationales sur cette question, la spécificité des organes publics. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir comment les mêmes règles de droit européen, chez nous, mais ça je l'avais déjà un peu évoqué, ont souvent été considérées comme étant des règles qui venaient un peu relativiser ou mettre en danger la distinction entre droit public et droit privé, en tout cas peut-être l'exceptionnalisme du statut des autorités publiques. Alors qu'en Angleterre, vous avez bien montré que, quelque part, c'est venu développer ou favoriser le développement d'une distinction entre droit public et droit privé, qui était finalement, sinon inexistante, en tout cas nettement moins présente dans le système anglais. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Ça montre en effet bien la différence de réception et que ça peut amener, et aussi le fait de provoquer plus ou moins de friction. On a bien senti que pour les juristes anglais, ça les dérangeait un petit peu moins que les juristes français. Voilà, donc j'aurais des questions, mais je les réserverai peut-être pour le débat ensuite. Et donc, je vais passer sans plus attendre la parole alors à Maxime van der Straten. Merci. Merci Emmanuel pour cet exposé, et merci Jérémy de me donner la parole, et merci de m'avoir invité à contribuer donc à ce passionnant débat. À vrai dire, c'est la première fois qu'on me confie ce rôle de discutant, donc je conçois, je vous avoue, cette mission moins comme une opportunité de contredire ce qu'Emmanuel vient d'exposer. À vrai dire, je pense que j'aurai toutes les peines du monde à le faire, comme vraiment l'occasion d'essayer d'élargir encore un peu la perspective sur cette question de l'influence du droit européen des marchés publics. Alors, pour moi, la manifestation la plus visible du caractère public du droit des marchés publics en droit européen, c'est la restriction que ce droit emporte à l'autonomie des parties dans le processus de conclusion du contrat. Et de ce point de vue, il me semble évident que le droit des marchés publics n'a eu de cesse de publiciser toujours davantage d'entités et toujours davantage de contrats. Et j'aurais voulu revenir sur ces deux points un peu plus, sur ces deux conquêtes, j'ai envie de dire, plus en détail. Alors, premièrement, rationné, personné, et là, Emmanuel en a déjà parlé,
le droit des marchés publics s'applique au pouvoir adjudicateur. Je vais ici confirmer le propos d'Emmanuel, et j'avais même un peu envie d'enfoncer le clou, à vrai dire. Emmanuel l'a mentionné, parmi les pouvoirs adjudicateurs, il y a évidemment les personnes morales de droit public territorial que l'on connaît bien et que tout le monde imagine comme étant les pouvoirs adjudicateurs principaux, l'État, les provinces, les communes, etc. Mais, et pour le constater dans ma pratique tous les jours, en réalité, ces entités-là ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La majeure partie des pouvoirs adjudicateurs sont ce qu'on appelle donc les organismes de droit public, dont Emmanuel vous a déjà donné la définition. Plus précisément, on parle ici donc d'entités qui sont contrôlées ou financées par le public et qui rencontrent des besoins d'intérêt général autres qu'industriels ou commercial. C'est ça l'expression qui est retenue par la directive européenne. Inutile de vous dire qu'une expression pareille donne lieu évidemment à des difficultés d'interprétation, un besoin d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est l'intérêt général? Autre qu'industriel ou commercial. Qu'est-ce qu'être industriel ou commercial? Raison pour laquelle il y a un très grand nombre de questions préjudicielles posées à la Cour sur le champ d'application rationné personné du droit des marchés publics. Or, c'est typiquement le genre de domaine où poser la question à la Cour de savoir si une entité est ou non soumise au droit des marchés publics, c'est la certitude absolue de savoir que la réponse va être affirmative. La jurisprudence de la Cour a vraiment eu tendance à interpréter de manière très extensive cette notion de personne morale de droit public. Elle a d'autant eu cette tendance qu'elle a développé ce qu'on appelle la théorie de la contagion. Alors, je me permets de l'aborder à ce séminaire, vu qu'on le fait en distanciel, je pense que ce sera tout à fait possible de le faire en toute salubrité. Donc, théorie de la contagion, par laquelle, donc, même lorsqu'une entité a finalement des activités qui sont commerciales ou industrielles, il suffit qu'elle ait même une partie mineure de son activité qui est autre que commerciale ou industrielle, tout en étant par ailleurs contrôlée ou financée par le public, pour être considérée pour le tout comme un pouvoir adjudicateur. Et je trouvais intéressant de mentionner cette théorie de la contagion, parce que là, on parle bel et bien d'une forme de contagion du droit privé par le droit public européen. Alors, ici, je pars évidemment du présupposé que le droit des marchés publics fait partie du droit public. Donc cette forme de contagion est assez remarquable, je trouve. Et il y a d'autres formes comme ça de témoins et de la gourmandise du droit européen des marchés publics. Par exemple, même lorsqu'on n'est pas un pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas un organisme de droit public au sens de la définition que je viens de vous donner, donc même lorsqu'on n'est pas soumis au droit des marchés publics pour tous ces marchés publics, on peut ponctuellement l'être pour un marché précis. C'est ce qu'on appelle les marchés dits subventionnés. Donc le simple fait, non pas d'être subventionné de manière générale comme entité, mais le simple fait pour un projet particulier de bénéficier par exemple de subsides, peut dans certaines conditions vous obliger en tant que bénéficiaire de subsides à respecter le droit des marchés publics alors même que vous êtes une entité totalement privée. Une autre manifestation qui est assez je trouve, remarquable tout en étant mineur dans ses implications, c'est que le droit des marchés publics s'applique non seulement aux pouvoirs adjudicateurs qu'on a cités, mais aussi dans les secteurs qu'on appelle les secteurs spéciaux. Alors là, on rentre un peu dans l'ésotérisme des marchés publics, mais bon, dans ces secteurs spéciaux, c'est-à-dire, pour faire simple, l'eau, le gaz, l'électricité, le secteur ferroviaire, dans ces secteurs spéciaux-là, le droit des marchés publics s'applique aussi à ce qu'on appelle les entreprises privées qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs. En Belgique, ça peut être une entreprise comme Elia ou Fluxis, qui sont donc des entreprises totalement privées, même si bon, elles ont parfois quelques liens ou une part du capital détenu par du public, mais ce sont quand même des entreprises totalement privées qui répondent à des impératifs totalement commerciaux et qui néanmoins sont soumises aux droits des marchés publics parce que l'on estime justement que par le fait qu'elles disposent de droits exclusifs, elles pourraient être tentées d'abuser ou de privilégier des acteurs nationaux, par exemple. Et donc, ce que je voulais, en prenant ces quelques exemples, ce sur quoi je voulais insister en prenant ces quelques exemples, c'est qu'en fait, finalement, sous l'effet du droit européen, on a eu, effectivement, comme l'a déjà dit Emmanuel, toujours plus d'entités soumises au droit des marchés publics. Et ce qui me paraît encore plus frappant, c'est que, à mon sens, l'immense majorité des entités qui sont soumises au droit des marchés publics sont en réalité des personnes morales de droit privé en droit belge. C'est vrai que les personnes morales de droit, les pouvoirs adjudicateurs les plus visibles sont probablement des entités publiques, voilà, l'État fédéral, Infrabel et autres, et ce sont probablement aussi les entités qui, en termes d'euros, en termes de quantité d'achat, sont les plus importantes.
Mais si je prends juste le nombre de pouvoirs adjudicateurs, à mon avis, il y a beaucoup plus de pouvoirs adjudicateurs qui sont des personnes morales de droit privé que des personnes morales de droit public. C'est quand même assez formidable par rapport à la distinction public-privé. Un deuxième point que je voulais mentionner, c'était rationné matériel cette fois-ci. On vient de dire donc le droit des marchés publics a une tendance à s'appliquer à toujours plus d'entités rationnées personnées, mais rationné matériel, le droit des marchés publics a aussi tendance à phagocyter des contrats publics toujours plus nombreux. J'ai plein d'exemples de ce constat. Bon, un premier commentaire d'abord, c'est que, comme vous le savez, le droit européen des marchés publics, c'est-à-dire celui qui est issu des directives, ne s'applique en principe qu'aux marchés publics d'une certaine valeur. On parle des seuils européens. Okay. Alors ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, par exemple, en Belgique, une fois que l'on transpose en droit belge ce droit européen des marchés publics, il va de soi qu'on a une forte tendance à faire déteindre le régime qui est au-dessus des seuils européens sous les seuils européens. On avait encore, il y a 15 ans, je dirais, de grandes différences en Belgique entre le régime applicable aux marchés publics en dessous des seuils européens et au-dessus des seuils européens. Désormais, honnêtement, on pourrait jouer au jeu de cette différence entre les deux régimes. En outre, la directive, elle ne s'applique qu'au-dessus des seuils européens, ça c'est vrai, mais les principes généraux de transparence, d'égalité et de concurrence que l'on déduit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eux, s'appliquent à chaque fois que le contrat présente un intérêt transfrontalier. Ce qui peut être le cas, a dit la Cour de justice, d'un contrat qui est inférieur au seuil européen. Et comment détermine-t-on les implications concrètes des principes généraux dans un cas particulier? Je ne dois évidemment pas vous voyez le dessin, le praticien, et en particulier un praticien comme moi, est inévitablement tenté de donner corps à ces principes en s'inspirant des directives européennes. Et donc la boucle est bouclée. En réalité, le droit européen des marchés publics, même s'il ne s'applique qu'à des marchés en principe d'une certaine valeur, en réalité déteint, ce régime déteint sur un très grand nombre de contrats dont la valeur est en réalité bien inférieure au seuil européen. C'est un processus similaire qui a été à l'œuvre de manière aussi très remarquable en ce qui concerne les concessions de services. À l'origine, le droit des marchés publics ne s'appliquait qu'aux marchés publics et aux concessions de travaux. Et puis, petit à petit, la Cour de justice a considéré que des concessions de services pouvaient être des contrats publics qui avaient un intérêt transfrontalier, et donc, à ce titre, devaient être soumis aux principes généraux de transparence, d'égalité et de concurrence que l'on déduit des traités européens. Et comment est-ce qu'on a interprété en pratique ces principes généraux? Eh bien évidemment en s'inspirant des directives marchés publics, au point où on a finalement mis fin à une certaine forme d'hypocrisie en 2014 en adoptant une véritable directive concession qui n'est en réalité que la petite sœur un peu moins formelle des deux directives marchés publics. Et cette directive, à son tour, la directive service, elle ne vaut en principe que pour les concessions au-dessus des seuils européens, mais on voit bien déjà aujourd'hui qu'elle exerce une influence sur les concessions sous les seuils européens. Et autrement dit, voilà, je pourrais donner plein d'autres exemples, mais autrement dit, on voit bien que sous l'effet des directives européennes, de la jurisprudence européenne et ensuite de la codification de cette jurisprudence dans de nouvelles directives européennes, le droit européen des marchés publics est à mon sens à l'origine aussi d'une publicisation des contrats et d'une publication de contrats toujours plus variés, toujours plus nombreux. Et alors, une troisième et dernière tendance que je voulais souligner, c'est que, outre ces velléités expansionnistes que l'on voit donc rationner personné et rationner matériel, le droit européen des marchés publics a désormais tendance à réglementer non seulement donc la conclusion de ces marchés, la manière dont les parties vont pouvoir arriver à la conclusion de ces marchés, mais aussi l'exécution de ces contrats. C'est une tendance qui a été initiée par la jurisprudence Prestext. Emmanuel a beaucoup parlé de la jurisprudence Teccal. Je crois que Teccal et Prestext, c'est peut-être les deux seuls arrêts en matière de droit des marchés publics que tout bon juriste devrait peut-être connaître. Donc c'est une tendance qui a été initiée par la jurisprudence Prestext de la Cour, qui était relative aux modifications substantielles en cours d'exécution. Donc en bref, la Cour a confirmé que quand on modifie de manière très importante un marché public en cours d'exécution, ben, ça peut donner lieu en réalité à un nouveau marché public qui aurait dû être remis en concurrence. Et cette jurisprudence s'est développée, elle s'est appliquée à toujours plus de contrats publics, pas uniquement des marchés publics, aussi les concessions, aussi des contrats qui ne sont pas les concessions,
et puis au point que les directives de 2014 ont codifié cette jurisprudence et en ont profité pour inclure un embryon de réglementation de la sous-traitance et de la résiliation. Et autrement dit, voilà, sans vouloir prendre ma boule de cristal, j'ai l'impression que le train de la publicisation de l'exécution des contrats publics est vraiment sur des rails. Ça apportera probablement d'importants bouleversements dans de nombreux États membres. Je connais beaucoup moins bien qu'Emmanuel le droit anglais, mais sauf erreur, dans le cadre d'un marché public passé par un pouvoir adjudicateur anglais, l'habitude est de joindre au cahier des charges de la mise en concurrence un projet de contrat. Et un projet de contrat qui ressortit principalement au droit privé, ou en tout cas des principes qui sont des principes contractuels déterminés par le pouvoir adjudicateur lui-même. Et donc, si tout à coup le droit européen des marchés publics, bon évidemment post-Brexit, ici ça n'aura pas beaucoup d'importance pour l'Angleterre, mais je pense que ce sera le cas d'autres États, si le droit des marchés publics se met aussi à régir l'exécution des contrats, eh bien c'est encore un pan des contrats, donc pas uniquement leur passation, mais leur exécution, qui seront désormais publicisés. Veuillez noter quand même qu'en Belgique, ce sera probablement pas un énorme bouleversement, parce qu'en Belgique, on avait quand même depuis des décennies un régime tout à fait original et particulier, qui était les règles générales d'exécution. C'est-à-dire qu'on a un arrêté royal qui prévoit des espèces de conditions générales d'achat de tous les pouvoirs adjudicateurs, qui sont applicables par défaut et qui sont fortement dérogatoires au droit privé. Par exemple, elle ne prévoit pas de possibilité de limitation de la responsabilité de l'adjudicataire, il y a un régime d'imprévision qui est applicable par défaut, etc. Donc, voilà, ce ne sera pas un grand bouleversement en droit belge, parce qu'en droit belge, l'exécution des marchés publics est déjà très publique, mais je pense que ça, en tout cas, fera bouger beaucoup de choses dans d'autres pays. Et donc voilà, ce que je voulais montrer par cela, c'est vraiment l'hégémonie du droit européen des marchés publics, rationné personné, rationné matérié, et maintenant aussi dans l'exécution des contrats, et qui, à mon sens, s'explique beaucoup par la jurisprudence de la Cour de justice. Mais ce qui est, je trouve, encore plus remarquable quand j'y pensais en préparant cette intervention, c'est finalement l'absence de vraie résistance des législateurs européens et nationaux par rapport à cette tendance. Emmanuel a déjà constaté cette absence de résistance dans d'autres domaines, et en particulier en lien avec la jurisprudence Teccal, ou alors en Angleterre par rapport à la mise en concurrence du public par rapport au privé. Ici, c'est finalement une absence de résistance dans un autre domaine qui me frappe. C'est vraiment ce domaine de la publicisation des pouvoirs adjudicateurs et de la publicisation des contrats, le fait qu'il y ait de plus en plus de contrats et de pouvoirs adjudicateurs. En Belgique, c'est vrai qu'on a par exemple réchigné un tout petit peu à reconnaître que les universités et les hôpitaux étaient des pouvoirs adjudicateurs. Ça embête toujours les universités et les hôpitaux, mais bon, finalement, on est quand même rentré dans le rang et il n'y a pas eu de vraie résistance à ce mouvement de publicisation. J'ai essayé de me demander pourquoi. Alors, je vous avoue que ma réflexion n'est pas très aboutie sur cette question, mais je me suis demandé si finalement, c'était pas parce que certaines des préoccupations qui sous-tendent le droit des marchés publics ne sont en réalité pas l'apanage des personnes publiques au sens strict, ni des contrats publics au sens strict. Si je prends, par exemple, l'intérêt de la bonne utilisation des deniers publics, qui est évidemment l'intérêt primordial qui est à l'origine du droit des marchés publics. Si je prends cet intérêt-là, en pratique, en réalité, toute organisation d'une certaine taille, qu'elle soit publique ou privée, se préoccupe du bon usage de ses ressources financières. Et d'ailleurs, vous le savez, le métier d'acheteur existe aussi dans des grandes entreprises totalement privées, parce qu'elles conçoivent bien qu'il est dans leur intérêt, par exemple, de ne pas contracter avec des bandits ou de lutter contre la corruption ou de mettre les fournisseurs en concurrence et de négocier habilement avec eux et de les traiter correctement. Même, par exemple, quand je prends, donc ça c'est pour l'intérêt de la bonne utilisation de l'argent finalement à la disposition de l'organisation, mais même quand je prends d'autres formes de préoccupations, des préoccupations plus récentes comme les préoccupations transversales qui animent désormais l'achat public, comme le respect de l'environnement, dont on parle beaucoup, même ce genre de préoccupation-là n'est pas propre au secteur public. Il existe par exemple déjà une norme ISO, c'est une norme ISO 20400 pour votre information, relative aux achats responsables, et c'est assez remarquable de voir que cette norme ISO s'adresse indistinctement aux acheteurs publics et privés. Et en pratique, des très grands acheteurs privés se sentent obligés d'acheter responsables.
Et donc, ça me donne en tout cas le sentiment que l'influence toujours croissante du droit européen des marchés publics est irrésistible. Parce que malgré les critiques qu'on entend souvent dans la presse, et on l'a encore entendu récemment à l'occasion de la crise du coronavirus, où beaucoup de fournisseurs, de chercheurs venaient critiquer finalement le formalisme des marchés publics qui empêche d'agir rapidement ou d'agir avec flexibilité ou d'agir en vue d'acheter localement plutôt que de devoir acheter à la Chine, etc. Donc on entend beaucoup de critiques par rapport au droit des marchés publics et je crois que ces critiques sont audibles. Il y a évidemment des choses qui sont perfectibles. Je pense que malgré ces critiques et malgré le caractère assez fastidieux des marchés publics, je peux en témoigner, tout le monde perçoit bien qu'il est dans l'intérêt de tous de formaliser toute forme de dépenses importantes, quelle qu'en soit l'origine et quelle que soit même l'origine publique ou privée de la dépense. Et donc il me semble qu'en détournant un peu la célèbre maxime de l'oncle de Spider-Man, on pourrait même dire que with great purchasing power comes great responsibility. Je pense, un peu la conclusion qu'on pourrait avoir ici, et une conclusion qui me satisfait beaucoup parce que je peux enfin placer une référence à Spider-Man dans une intervention académique. Voilà, je vous remercie. Ça fait plaisir de pouvoir conclure sur Spider-Man. J'aimerais pouvoir en faire autant un jour. Je me réserve le droit de le faire dans une intervention. Merci beaucoup, Maxime, pour cette réplique. Je profite du fait d'avoir la parole pour déjà une petite réaction à chaud par rapport à ce que vous avez exposé. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que de vos deux exposés, en effet, ce qui ressort assez clairement, c'est ce que Maxime a qualifié de gourmandise, contagion des contrats qui sont publicisés puisqu'ils sont aspirés par le droit des marchés publics, avec en effet de plus en plus d'entités, notamment des entités privées, qui se retrouvent soumises aux obligations imposées par le droit européen des marchés publics. Ce que je connaissais un peu mieux, moi, et c'était une tendance que j'aurais quasiment envie de qualifier de tendance inverse, même si elle suit peut-être un peu la même logique, c'est celle dont j'ai un petit peu parlé, c'est la tendance du droit européen de la concurrence, et peut-être encore plus du droit européen de la consommation, d'absorber, mais là dans l'autre sens quelque part, des entités publiques pour en faire des entreprises comme étant des entités qui offrent des biens et services sur un marché particulier, ou en droit de la consommation, le qualifier de professionnel qui a des obligations par rapport aux consommateurs. Alors l'effet est le même, puisque c'est une multiplication de devoirs pour ces différentes entités, mais avec des définitions tellement larges de part et d'autre, est-ce qu'elles ne se retrouvent pas, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'un risque de cohérence, mais peut-être une espèce d'explosion de devoirs, et c'est peut-être ça finalement la leçon de l'oncle de Spider-Man, mais une explosion des devoirs pour certaines entités qui se retrouvent à devoir respecter les règles des marchés publics quand ils font les contrats, mais en même temps sont pris par les obligations en matière de la concurrence, et aussi en tant que contrat conclu avec les consommateurs. Et donc ma question, et on voit bien pour les universités, les hôpitaux, toutes ces entités un peu particulières qui se retrouvent maintenant finalement potentiellement prises dans toutes ces obligations, sans nécessairement toujours avoir les ressources juridiques pour pouvoir appréhender, apprécier ces obligations, quoi. Donc en termes de marché public, en termes d'obligations dans des contrats conclus avec les consommateurs ou avec d'autres entreprises. Donc je voulais avoir votre avis à tous les deux. Est-ce qu'en effet, c'est une impression que vous pouvez partager de ces entités qui se retrouvent comme ça prises dans des carrefours, à la fois d'être publicisées là où elles n'étaient pas avant ou d'être privatisées là où elles n'étaient pas avant, mais en bout de compte avec une espèce d'explosion de devoirs et de règles à respecter, avec parfois un manque de moyens pour pouvoir avoir ne fût-ce que la connaissance juridique de ces règles. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire et je ne sais pas lequel des deux veut éventuellement y répondre le premier. Je veux bien en dire un mot. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux commencer ou si... Alors, bon, un premier point, c'est par rapport au manque de moyens pour respecter les règles des marchés publics. C'est vrai que c'est évidemment une difficulté que rencontrent énormément de pouvoirs adjudicateurs. Ceci dit, le droit des marchés publics n'est pas bien différent par rapport à cela, à d'autres formes d'obligations et de types de formalisme qui doivent être respectés dans un contexte de droit public ou de droit privé. Je pense malheureusement que, c'est peut-être un peu dur de ma part, mais qu'il faut se donner les moyens, il faut donner les moyens aux universités, il faut donner les moyens aux pouvoirs adjudicateurs de respecter le droit des marchés publics. Je pense que la question, par exemple pour les universités et les hôpitaux, honnêtement,
Je pense que c'est une question de moyens et d'organisation. Les universités, je pense, n'ont pas encore vraiment pris la mesure de la nécessité de s'organiser et de s'organiser en commun par rapport à ça. Mais quand on prend l'exemple des hôpitaux, par exemple, les hôpitaux ont assez vite réagi en créant des centrales d'achat communes par réseau qui achètent des grandes quantités de fournitures ou de services en commun, qui permettent de limiter le nombre de procédures de passation à lancer, et qui limite aussi le coût en temps et en argent voilà, pour avoir les acheteurs en interne et pour les former, les envoyer des formations marché public, etc. Donc je pense honnêtement pas que le respect du droit des marchés publics soit une contrainte démesurée pour des entités d'une certaine taille. C'est par contre très difficile pour par exemple, des petites associations, des ASBL, qui doivent, par exemple, ponctuellement respecter le droit des marchés publics parce qu'elles bénéficient de fonds FEDER, pour donner un exemple, et qu'elles n'ont habituellement pas l'habitude de respecter le droit des marchés publics, et tout à coup, on leur dit qu'elles doivent le faire. Elles n'ont pas la taille qui justifie d'avoir en interne un juriste spécialisé en droit des marchés publics. Elles n'ont pas les moyens véritablement non plus de se permettre un conseil externe via des avocats ou des consultants. Et donc oui, pour elles, c'est particulièrement difficile. Donc ça, par rapport à la difficulté oui, de respecter le droit des marchés publics, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que parce que c'est difficile de respecter le droit des marchés publics et de se tenir à jour par rapport à cette législation compliquée, on devrait en dispenser les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment pas une difficulté qui est propre au droit des marchés publics. Je pense qu'il y a bien d'autres formalismes que tout un chacun, dans le cas ici de l'UNIF ou autre, qui est soumis à ce genre de difficultés. Et alors par rapport plus au fait d'être finalement soumis aux mêmes obligations que des entités privées, par exemple en termes de mise en concurrence, ça c'est vrai que c'est une difficulté, par exemple moi qui dans ma pratique concerne de plus en plus d'acteurs publics ou surtout semi-publics, mais souvent c'est une difficulté franchement qui n'est que le juste, à mon sens, que le juste retour d'une ambivalence qui a été cultivée par les pouvoirs publics dans certains domaines, où l'on a voulu s'impliquer comme pouvoir public. Parfois, on a voulu combler un vide, un service public qui n'était pas rencontré ou une activité économique qui n'était pas réalisée correctement. Et petit à petit, moi j'ai l'impression que certains pouvoirs publics, via souvent des ASBL ou des personnes morales de droit privé qu'ils contrôlent, ont pris goût à l'entrepreneuriat, ont pris goût à cette activité plus commerciale, et finalement ont développé une activité qui est en pratique en concurrence avec des acteurs privés. Et dans beaucoup de cas, à mon sens, d'un point de vue vraiment personnel, j'ai l'impression qu'il n'est que normal qu'elles respectent les mêmes règles, que ces entités respectent les mêmes règles que les entités privées qui font le même boulot. Et je me demande s'il ne faudrait pas revenir à une situation où l'on distingue mieux les vraies missions de service public dont sont en charge, c'est par exemple ces entreprises publiques ou ces entités privées qui bénéficient de concessions domaniales ou de concessions de services publics. Parfois, c'est même pas très bien qualifié. Je me demande si on ne devrait pas mieux distinguer les vraies missions de service public et ces missions de service public, les protéger davantage en bénéficiant donc finalement quand même d'une jurisprudence assez favorable qu'Emmanuel a mis en lumière, tout en revanche, éventuellement renonçant à l'activité qui est purement concurrentielle et qui n'apporte pas de plus-value par rapport à l'activité que le secteur privé peut apporter. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne maintenant quand des acteurs semi-publics me posent des questions. J'ai malheureusement parfois un peu l'impression que ces acteurs cherchent à avoir le beurre et l'argent du beurre, à avoir le service public et les avantages qui sont liés à ce service public. Souvent, par exemple, des droits d'amphithéose sur des biens publics et des terrains particulièrement importants et valorisables pour de très longues durées et sans grande contrepartie. C'est quand même un avantage qui est conséquent et un avantage qui est, par rapport à la concurrence privée, qui est monumental. Elles veulent à la fois avoir cet avantage et ne pas être soumis aux contraintes de la concurrence avec le privé.
j'ai l'impression que là, c'est un peu trop en demander. Donc il faut être attentif à préserver le service public de l'influence du droit de la concurrence, mais il faut que ce soit véritablement le service public et uniquement le service public, j'ai l'impression. Voilà, c'est en effet un peu ma question, s'il n'y avait pas de plus en plus d'entités qui peut-être en voulant en effet le beurre et l'argent du beurre ne sont pas soumises aux obligations qui s'imposent au beurre et à l'argent du beurre et qui finissent par faire un espèce de complexe de règles juridiques à gérer qui peuvent être très difficiles sans suggérer qu'il faille les en dispenser, hein, mais je veux dire, le fait de se retrouver pour une même entité de temps en temps à avoir une mission d'intérêt général et boum, de se retrouver probablement absorbé par le droit des marchés publics, mais de temps en temps une activité en effet un peu plus de type privé qui sont tout à coup intégrées dans les obligations en matière de la concurrence, etc. Je trouve que c'est pas simple. Enfin, évidemment, ça brouille un peu les repères. Ouais. Voilà. Et d'autant plus, je ne peux pas me rajouter ce point-là, mais d'autant plus que quand les pouvoirs publics favorisent l'exercice par ces entités semi-publiques ou privées semi-publiques d'activités commerciales, c'est aussi souvent pour avoir un retour financier, pour venir gonfler les caisses du public, ce qui est très bien parce qu'avec ça, on fait beaucoup d'autres choses qui contribuent à l'intérêt général, mais évidemment, ça crée une forme d'ambiguïté. Voilà, on voit la difficulté que ça pose pour des grandes entreprises publiques comme Proximus ou autres, dont on sait que voilà, ça remplit quand même, ça apporte une contribution qui est substantielle au budget de l'État, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises publiques ou semi-publiques. Et donc, on a envie qu'elles soient extrêmement... Finalement, le pouvoir public qui les contrôle a naturellement tendance à vouloir les favoriser par rapport à des acteurs privés, parce qu'en les favorisant, ça contribuera davantage au financement de l'activité et même à la caisse, au budget de l'entité publique concernée. Donc je ne dis pas que c'est une préoccupation permanente et qu'il y ait des volontés malsaines, mais je pense que ça doit jouer, ne fût-ce qu'indirectement, dans la manière dont on gère ces entreprises publiques. Merci. Emmanuel Slotsky, peut-être sur cet enjeu, cette question. Oui, brièvement peut-être, parce que Maxime a déjà dit beaucoup de choses, mais ce que je pourrais ajouter éventuellement, c'est que, à la différence peut-être de certains systèmes juridiques qui ont construit de manière globale une distinction entre ce qui était public et ce qui était privé, est-ce qu'il devait se voir appliquer un régime de droit public et ce qu'il devait se voir appliquer un régime de droit privé, il n'y a pas ce travail-là ou ce processus-là qui est fait au niveau européen. Et donc, disons que l'Union européenne, je crois, développe différentes politiques dans le cadre du marché intérieur, notamment en matière de consommation, en matière de marché public, en matière de concurrence, etc. Et chaque instrument qu'elle adopte dans ce contexte-là définit son propre champ d'application à partir de sa rationalité propre. Ça peut aboutir ensuite à des superpositions dans le champ d'application, il y a des difficultés de ce point de vue-là, mais ça résulte aussi peut-être de ce caractère en partie segmenté ou en silo de la construction des politiques publiques européennes qui ne rejoint pas, pour lesquelles il n'y a pas eu donc, une construction d'ensemble de ce qui est public et ce qui est privé, comme elle a pu éventuellement historiquement, si ça a été clair, mais comme elle a pu historiquement intervenir dans certains États membres. Peut-être de manière plus ponctuelle, dans le contexte des marchés publics, cet argument-là avait été soutenu par certains auteurs au moment de répondre à la question de savoir si les entités publiques devaient se voir appliquer les obligations de mise en concurrence lorsqu'elles répondaient à un marché. Certains auteurs avaient dit oui, mais si vous êtes pouvoir adjudicateur et que vous devez vous-même respecter les obligations de mise en concurrence lorsque vous procurez des biens ou des services, eh bien, on peut admettre que vous puissiez accéder directement à des marchés publics de pouvoir adjudicateur parce qu'il y aura des mises en concurrence en aval lorsque vous-même vous procurez des biens et des services sur le marché. Et donc cet argument-là, il n'a pas été accepté par la Cour de justice. La Cour de justice a considéré qu'on pouvait être à la fois pouvoir adjudicateur, donc redevable des obligations en matière de marché public, et soi-même un opérateur économique comme les autres, entre guillemets, lorsque l'on répondait à des marchés publics. Merci, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Diane? Ton micro n'est pas mis. Pardon.
Bonjour, merci à tous les deux. Je vous remercie beaucoup parce que je ne suis absolument pas experte ni en droit des marchés publics ni en droit européen. Et donc, j'avais un petit peu peur de cette séance et j'ai plus ou moins tout compris. Donc, je vous remercie pour l'exercice didactique d'une matière particulièrement technique que vous avez présentée de façon franchement extrêmement claire. Donc, merci beaucoup. Je ne vais donc pas, vous l'aurez compris, vous interroger sur les spécificités techniques de telle ou telle jurisprudence que je ne maîtrise absolument pas. Mais par contre, j'avais une petite question peut-être, enfin, et indéniablement beaucoup plus générale, peut-être tellement générale qu'elle est sans aucune pertinence, auquel cas vous avez tout à fait le droit de faire les Spider-Man et de vous enfuir très très haut au-dessus d'un building qui passerait là pour me tenir à distance, je ne vous en voudrais pas. Mais c'est plutôt dans les réflexions, on va dire, qui traversent le séminaire depuis que Jérémy l'a lancé il y a maintenant plus d'1 an, et dans l'espèce de compréhension que j'essaye de faire, on va dire des transformations plus globales du phénomène juridique autour de cette question de la distinction entre public et privé, que j'avais envie à tous les deux de vous poser une double question. Mais donc, je le répète, elle est peut-être tout à fait hors de propos, auquel cas je ne vous en voudrais pas de renoncer à toute réponse. Mais ce que je me demandais, c'est comment situer les évolutions et les éléments que vous nous avez présentés dans l'évolution du droit de l'Union dans son ensemble, si on pouvait oser ça. Est-ce qu'au fond, on voit avec ces évolutions quelque chose comme une force grandissante de l'Union, fût-ce seulement par la Cour, dans la volonté d'intervenir, on va dire, sur le marché en général et dans les comportements des acteurs publics comme privés, en imposant une forme finalement presque, on va dire, de comportement éthique, hein, qui dit grand achat dit responsabilité. Et donc, moi, Union européenne, j'entends quand même donner au marché et au comportement, aux actions de mes acteurs, quelque chose comme une direction qui ne soit pas totalement dénué de la moindre valeur ou de la moindre prise de responsabilité, ou alors au contraire pas du tout, c'est tout à fait dans une logique libérale d'équilibrage du marché, il n'y a pas de question de valeur là-dedans. Donc première question. Et deuxième question, est-ce que, et ça peut aller de pair ou pas, au fond ce qu'on verrait là, ça pourrait aller dans le sens de ce que les observateurs ou les théoriciennes du droit transnational observent, à savoir le développement d'un fonctionnement juridique qui se défait totalement des logiques initiales, originelles ou nationales, ici la distinction public-privé, en inventant des nouveaux statuts, des nouveaux fonctionnements, des nouvelles catégories qui peut-être ont plus ou moins le même nom, mais qui en fait, au vu du caractère transfrontière de ce qui se passe, sont réinventés, prennent une nouvelle signification parce qu'on pense tout au niveau global, au niveau transnational, sans plus de référence aux États, ou en tout cas avec beaucoup moins d'attention pour les desiderata, voire les traditions juridiques des États en général ou de certains États en particulier. Voilà. Je ne sais pas si ça inspire quelque chose chez vous. Je pense que mes questions viennent aussi au fil des séances avec des problématiques qui sont parfois très très distinctes, cette question des valeurs, cette question du transnational. Enfin, c'est vraiment la mutation du phénomène juridique, on va dire dans son ensemble, que j'essaye de clarifier à partir des interrogations de Jérémy et des éléments peut-être plus précis, mais très généraux aussi à certains égards que vous nous avez proposés. Voilà, vous pouvez botter en touche, hein. Je vous y ai explicitement invité. Emmanuel, tu veux que je dise quelque chose? Tu dis quelque chose? Écoute, merci pour votre question. C'est, comme vous le dites, une question large et qui supposerait que j'y réfléchisse un peu plus longuement pour y répondre. Je vais quand même essayer de donner quelques éléments qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Alors, sur la question des valeurs et de l'évolution du droit de l'Union européenne à ce propos-là, en ce qui concerne l'organisation du marché. Bon, c'est une question qui est très vaste. Et quelle est la place que le droit du marché intérieur fait finalement à des intérêts qui ne sont pas simplement ceux du bon fonctionnement du marché, donc des intérêts concurrentiels et des libertés économiques des acteurs. Bon, c'est une question qui est très, très vaste. On a souvent considéré que le droit de l'Union européenne, le droit du marché intérieur était d'inspiration ordolibérale et que donc il traduisait la volonté, enfin, un projet qui consistait à réduire l'intervention des pouvoirs publics, à fonder, mais réduire aussi l'intervention des pouvoirs publics, à assurer le bon fonctionnement du marché et la liberté des acteurs économiques. Bon, donc c'est à la fois, ça suppose à la fois une intervention forte des pouvoirs publics sur le marché pour faire respecter la concurrence, pour empêcher les distorsions de concurrence, pour garantir la liberté économique. Et c'est aussi la limite
de l'intervention des pouvoirs publics, en ce sens qu'ils ne peuvent pas perturber ce bon fonctionnement du marché. Donc à la fois, ça c'est un peu les valeurs qui ont souvent été associées dans les origines de la construction du marché intérieur sur le plan théorique. Donc c'est bien parfois mis en évidence entre le marché intérieur et le libéralisme. Maintenant, je crois qu'en pratique, les choses ont, depuis le début, mais certainement ces dernières années, ces dernières décennies, été plus compliquées que cela. Et si on prend l'exemple du droit des marchés publics, bon, il y a sans doute une préoccupation de base qui est d'éviter le protectionnisme dans l'achat public. Donc de ce point de vue-là, on peut le rattacher à ce souci de bon fonctionnement du marché. On ne veut pas que les États, les pouvoirs publics, utilisent leurs ressources monétaires, l'argent public, pour fausser en fait le fonctionnement du marché, pour favoriser des opérateurs nationaux qui seraient, le cas échéant, moins performants que des opérateurs étrangers. Donc ça, c'est une idée de base qui se rattache alors à l'idéal concurrentiel classique, si on veut. Mais d'un autre côté, et j'ai essayé de montrer un peu dans mon intervention, mais de manière peut-être un peu réduite, il y a une place quand même qui est faite, et sans doute de plus en plus aussi en droit européen des marchés publics, pour l'utilisation des marchés publics à des fins autres que simplement se procurer des biens et des services de la manière économiquement la plus efficace possible, disons. Lorsque j'ai tenté d'expliquer que certaines relations entre pouvoirs publics pouvaient être soustraites au champ d'application du droit des marchés publics, et que ça avait été reconnu, ben ça permet aux États de garder dans le giron public toute une série de prestations parce qu'ils ne souhaitent pas les privatiser, même si ça a pour conséquence que le prestataire est, cas échéant, moins efficace que des opérateurs privés qui pourraient prendre en charge ce type de prestations, même si ça a pour conséquence d'entraîner des disparités dans l'ouverture à la concurrence des marchés des États membres. De la même manière, de manière croissante, le droit européen des marchés publics admet, et ça Maxime sur le plan technique connaît la question beaucoup mieux que moi sans doute, mais accepte de manière croissante que des marchés publics soient utilisés à des fins environnementales ou à des fins sociales, donc pour poursuivre des objectifs qui ne sont pas au sens strict des objectifs économiques, disons. Et ça participe, ça, sans doute, d'une évolution plus large aussi du droit du marché intérieur, où il y a quand même un équilibre qui est reconnu, un équilibrage qui est fait entre différentes valeurs. On n'est pas dans un contexte même dans l'interprétation du traité dans lequel la Cour de justice ou le législateur européen donnerait une primauté absolue aux intérêts concurrentiels, aux intérêts économiques par rapport à tout autre intérêt. Bon, cet équilibre-là et son évolution, elle se traduit aussi au niveau du droit des marchés publics. Donc ça, c'est sur le premier volet de votre question. Sur le deuxième volet, bon, la question de la distinction du droit, je crois qu'il y a une distinction peut-être à faire, ou une réflexion à avoir sur la question des rapports entre la distinction du droit public et du droit privé et la question de l'État. Disons, la manière dont j'ai défini la notion de droit public, la distinction droit public, droit privé pour les besoins de mon intervention, c'est à partir de l'idée que les pouvoirs publics doivent se voir reconnaître un régime spécifique qui est distinct de celui qui s'applique aux particuliers. Ça ne dit encore rien. La question de savoir si les pouvoirs publics sont étatiques, non étatiques, s'ils agissent ensemble de manière transversale ou pas. En tout cas, la définition que j'ai utilisée, c'est une définition qui n'est pas nécessairement, enfin, de cette distinction qui n'est pas rattachée au concept d'État. Alors, là où il y a effectivement où il y a une question qui se pose en rapport avec la construction étatique, c'est que le droit européen, je ne crois pas tant, et j'espère qu'on a pu le montrer, mais ce n'est pas qu'il remet en cause ou qu'il nie la distinction entre le droit public et le droit privé, en tout cas qu'il nie l'idée que les pouvoirs publics doivent parfois se voir appliquer des règles particulières, mais qu'il prétend les encadrer et parfois les redéfinir. Et donc c'est là qu'il y a des frictions qui peuvent naître par rapport à ce qui se passe au niveau national, c'est que les conceptions nationales préexistantes ne correspondent pas nécessairement avec les orientations du droit européen. Et donc ça crée des frictions, et l'intégration européenne, la mise en cause des frontières étatiques dans le contexte national, n'aboutit pas tellement à la disparition de la distinction entre droit public et droit privé, mais à une redéfinition qui force parfois les États à réenvisager des choses, ce qui va parfois plus ou moins facilement selon les cas. Voilà, je ne sais pas si j'étais cohérent dans ma réponse, mais c'était en tout cas les principaux éléments de réflexion que je pouvais apporter à vos questions.
Moi, j'allais peut-être répondre plutôt à la deuxième partie de la question de Diane. Par rapport au fait que le niveau européen se défasse totalement ou non des logiques nationales traditionnelles en droit des marchés publics, ça m'a inspiré deux réflexions. C'est que j'ai l'impression que dans certains cas, la manière dont les directives ont été rédigées l'ont été vraiment précisément dans le but de ne pas froisser des traditions nationales en matière contractuelle. Un exemple qui me vient en tête, c'est celui de la forme, la manière dont le contrat est conclu. Donc, en droit belge des marchés publics, pour la plupart des marchés publics, le contrat naît par la simple rencontre du cahier des charges qui a été publié par l'autorité et de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur. Et il n'y a généralement pas, ça arrive, mais il n'y a généralement pas, en plus de ça, un contrat qui est signé et qui résume le contenu du contrat au sens de négociation. Et en revanche, dans d'autres pays, comme en Angleterre, sauf erreur, Emmanuel me corrigera, là, on signe systématiquement un contrat écrit qui résume l'ensemble de la relation contractuelle. Eh bien, dans les directives européennes, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont toutes les clauses sont rédigées, de manière à justement ne pas tendre à aller dans un sens ou dans un autre. Il n'y a absolument aucun souci à lire la directive en ayant en tête plutôt le système où il faut conclure un contrat signé, ou plutôt le système dans lequel le contrat est conclu par la simple rencontre de l'offre et de l'acceptation de l'offre. Donc là, j'ai l'impression qu'on a fait en sorte de ne pas intervenir dans une tradition nationale, et en pratique, je pense, sauf erreur, que ça n'a posé aucun problème. Il y a aussi des cas où on a vraiment très volontairement voulu inventer un concept qui est distinct de concepts qui existent déjà en droit national. Ce qui n'est pas sans poser de problème. Je donne un exemple, c'est celui de la déclaration d'absence d'effet du contrat. Donc, il faut savoir qu'il est possible, en droit contentieux des marchés publics, d'attaquer évidemment la décision administrative d'attribuer un marché, mais imaginons que le contrat est déjà conclu, que fait-on avec son contrat? Eh bien, au-dessus des seuils européens, au-delà pour des marchés qui ont une certaine valeur, on peut aussi essayer d'obtenir auprès du juge judiciaire chez nous la déclaration d'absence d'effet du contrat lui-même, qui est déjà conclu. Et bien, on a appelé ça, en droit européen, on a appelé ça la déclaration d'absence d'effet du contrat. Et il est évident qu'en droit belge, nous aurions dit nullité, c'est la nullité du contrat. Et en pratique, quand on regarde les effets de cette déclaration d'absence d'effet, c'est une nullité qui ne dit pas son nom. Et néanmoins, en droit belge, on a transposé cette déclaration d'absence d'effet en l'appelant déclaration d'absence d'effet. On n'a pas parlé de nullité. Et donc là, on voit qu'il y a une notion nouvelle, et à mon avis, c'est parce que déclaration d'absence d'effet, ça n'existait probablement dans aucun des États membres, et on s'est dit, OK, ça c'est une bonne idée, on va prendre quelque chose de nouveau. Comme ça, et alors chaque État membre se débrouille avec cette nouvelle notion pour essayer de la faire coexister avec son action en nullité de droit commun ou autre. Donc voilà, c'était deux réflexions qui me venaient par rapport à ta question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans notre petit groupe ici de participants. On a atteint l'heure de fin officielle du séminaire, mais on peut déborder de 2-3 minutes. Donc, si encore une question, elle peut être posée. Bonjour. Voilà. Olivier Dussauge, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos exposés. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Que vous avez fait, que j'ai trouvé super pertinent. Moi, j'étudie aussi le droit de l'Union européenne. Je suis doctorant à Saint-Louis, mais plutôt sur le marché intérieur et les libertés de circulation. Et justement, j'avais une question qui est aussi en même temps un rebondissement avec les derniers propos que vous aviez eus sur cette c'est la troisième exception de la jurisprudence. C'était quelle sur le fait que deux pouvoirs adjudicateurs qui coopèrent puissent échapper aux règles des marchés publics. Et j'aurais aimé savoir s'il existait des cas de jurisprudence ou une possibilité qu'un pouvoir adjudicateur ne soit pas donc une entité étatique, ce serait une entité privée. Parce que vous avez dit que ça exclut de facto les entités privées. Et je me demande parce que je constate que de plus en plus d'entités privées n'embrassent pas les voies économiques, ne souhaitent pas exercer une activité commerciale
et embrassent plutôt des activités d'intérêt général, ou on appelle ça parfois d'intérêt commun, d'intérêt collectif. Et je voulais savoir si elles devaient aussi obéir donc aux règles du marché public, et si elles pouvaient échapper aux règles du marché public lorsqu'elles s'adressent à d'autres entités, à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Si je peux répondre à cette question, c'est un point que j'avais laissé, mais que j'ai un moment envisagé d'aborder dans mon intervention. C'est la place de tout ce qui est association sans but lucratif ou opérateurs privés mais non lucratifs. Bon, là, il y a la tendance générale, c'est plutôt de considérer que ce sont des acteurs privés comme les opérateurs commerciaux. Par exemple, il y a eu une affaire portugaise en 2014. Such, je crois que c'est l'affaire s'appelle Such et puis un autre nom en portugais, dans lequel la Cour de justice a dû se prononcer sur la question de savoir si une entité qui offrait, je crois, des repas dans les hôpitaux, qui était composée dans une large majorité de pouvoirs publics, mais au sein de laquelle participaient aussi des associations caritatives portugaises, si une entité telle celle-là était une entité publique, seulement publique, susceptible de bénéficier de ce qu'on appelle l'exception de quasi-régie, qui permettait aux hôpitaux de ne pas respecter les droits des marchés publics dans leur relation avec cette entité-là. Et la Cour de justice a considéré que, aussi noble que soient les objectifs poursuivis par une association caritative, ça restait une entité privée et que donc on ne pouvait pas mettre des relations entre cette association-là et les hôpitaux hors marché. Et donc, il y a la question est un peu plus complexe parce qu'il y a une autre décision dans laquelle la Cour a admis au bénéfice certaines exceptions de l'obligation de mise en concurrence au bénéfice d'acteurs non lucratifs. C'est une affaire italienne de 2014 notamment. Mais tout de même, ce n'est pas évident pour la Cour d'accepter, du point de vue du droit des marchés publics, de traiter différemment tout ce qui est opérateur non lucratif des opérateurs commerciaux ordinaires. Donc, il n'y a pas, pour toute cette idée qu'il y a un tiers espace entre le marché et le public, en droit des marchés publics, c'est encore restreint. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais c'est un espace qui n'est pas encore reconnu de manière très forte. Ok, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on va pouvoir tout doucement mettre un terme à notre séance. Avant de la clore officiellement, juste peut-être signaler que notre prochaine séance aura lieu le 15 décembre 2020. Ce seront aussi des collègues de l'ULB qui vont venir nous parler, un peu dans le prolongement finalement d'une partie de nos débats, puisque Dimitri Ernaud va venir nous parler du thème de l'offre de biens et de services entre service public et autonomie de la volonté. Et ce sera un privatiste qui lui donnera la réplique, puisque ce sera Raphaël Jaffer-Ali qui sera discutant. Donc voilà, un tout grand merci à nos deux intervenants pour leurs exposés tout à fait passionnants. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et d'ores et déjà un bon week-end. Diane, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot ou pas. Merci infiniment. Juste pour information, cette capsule sera rediffusée sur la chaîne YouTube du SIEJ, sauf opposition, bien entendu, des conférenciers du jour. Ce que je regretterais, puisqu'évidemment, en ces temps de pandémie, tous les événements fédèrent un petit peu moins de monde, mais on constate vraiment que les interventions comme les vôtres recueillent beaucoup d'attention ensuite, malgré leur technicité et leur caractère exigeant, bien sûr, et passionnant pour ces raisons-là. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous le signaler, à dire que vous ne voulez pas rejoindre la meilleure chaîne YouTube de tous les internets, quoi. Merci en tout cas. Merci, au revoir.